1987, un marin du nom de Philippe Gentot décide de se lancer comme défi, avec quelques amis, de réaliser un tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Le 26 novembre 1989, 2 ans plus tard, le projet fut lancé. 13 marins se lancent dans la toute première course et seulement 7 parviendront à la finir. C'est un vieux rêve qui s'est réalisé. Faire ce tour du monde en solitaire sans escale sur l'Expendwick 3. Leur parcours, 45 000 km, plusieurs passages clés, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et enfin le cap Horn. Mais aussi des zones tourmentées, l'anticyclone des Açores, le Poteau Noir et enfin l'anticyclone de Sainte-Hélène. Un parcours inchangé depuis la première édition en 1989, où chaque passage est un défi pour le navigateur. Courant marin, dépression polaire, historiquement le cap Horn était même surnommé le cimetière des marins. Dans ces passages, les vagues peuvent atteindre des tailles colossales, rendant la navigation très difficile. J'ai jamais été dans des conditions pareilles, j'ai entre 35 et 45 nœuds, mais avec de la bonne mer et j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Nombreuses sont les conditions qui rendent cette course à la fois dangereuse, difficile, aussi bien mentalement que physiquement. Le Cap Horn est derrière nous. Aujourd'hui, et après 9 éditions, dont la dernière perturbée par le Covid en 2020, ce challenge, cet Everest des mers comme certains l'appellent, inclura 40 skippers, dont plusieurs figures ayant déjà fait leurs preuves. Également une fille, Violette d'Orange, 23 ans, la plus jeune de toute l'histoire à participer à la course. En fait, je suis pas trop inquiète parce que j'ai 1000 idées et j'ai déjà envie d'en refaire peut-être une édition 2028. L'expédition s'annonce rythmée, intense, avec un public plus que jamais au rendez-vous. Nous y sommes rendus pendant 6 jours, ambiance, public, village, émissions de télévision, soirées et départ. Voici tout ce que nous avons vu lors de cette 10e édition de la plus grande course à voile en solitaire au monde. Les Sables d'Olonne, c'est une ville qui ne vit que l'été, et lors du Vendée Globe bien sûr. Presque 50 000 habitants l'année, mais durant la période estivale, c'est une autre histoire. La population est quasiment multipliée par 3. Alors forcément, même en arrivant 6 jours avant pour le départ, ça coince un peu sur la route. Vous me voyez ici en vélo, il s'agit de la route qui mène au centre des Sables d'Olonne. Vous voyez un peu l'ampleur de la circulation à quelques jours du départ. Pourtant, à l'autre bout de la ville, au niveau du chenal, là où sortiront tous les bateaux, c'est encore bien vide. On devrait voir apparaître les premiers spectateurs s'installer dans la nuit de samedi à dimanche pour avoir les meilleures places le matin. Mais pour l'heure, il est temps pour nous de charger nos batteries, car demain s'annonce une grosse journée de découverte au sein du village. Jeudi 7 novembre, 10h du matin devant l'entrée. Déjà un bon nombre de visiteurs dans la file. Cet espace d'exposition est dédié à en connaître davantage sur les skippers, leur mode de vie, leur parcours. Pour souhaiter la bienvenue au premier comme au dernier. On y trouvera aussi des stands de partenaires, des expériences immersives et parfois la possibilité de les rencontrer directement lorsqu'ils sont disponibles. On a beau être à quelques jours du départ, c'est pas pour autant que nos skippers se tournent les pouces. Certaines modifications techniques sont encore à ajuster sous les yeux admiratifs du public. En parallèle, sur le ponton, des guides, des classes scolaires, certains font des photos et soutiennent nos navigateurs de l'extrême. Allez, rapprochez-vous les enfants. On pense à toi Arnaud. Chaque skipper a sa réplique en face de son bateau. Juste en face de celui de la victime. Voilà, bravo. Ça c'est l'équipe qui lui a... Ils ont reconnu ça tout de suite.
Et oui, visiblement, nous ne sommes pas les seuls à filmer un événement de cette envergure. Tiens d'ailleurs, et si nous allions interroger des visiteurs sur leur expérience au sein du village? Donc moi je suis venue de Saint-Malo, après la route du Rhum, pas trop près parce que j'ai des boutons, bordel. C'est trop beau, sauf que y a trop de monde, hein. Je peux pas aller voir les bateaux, ça va pas du tout quoi. Et sinon voilà, c'est tout. Merci, bisous. Très bien, bon. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous globalement? Voilà, c'est bien. Vas-y, tu t'appelles Pascal? Pascal. Eh bien, je pense qu'il est temps de plier bagages. Nous reviendrons demain au village pour vous présenter le reste des animations. Et quoi de mieux pour terminer cette grande journée de découverte qu'une petite soirée musicale au VNB, le bar officiel du Vendée Globe. On vous propose de vivre quelques instants de cette ambiance sous musique électronique bien rythmée. Ah, voilà qui réveille un bon nombre de fêtards. D'ailleurs, quelques jours avant, c'était Quentin Mosiman qui venait mixer au VNB du Vendée Globe. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'il y a Quentin Mosiman qui est en train de mixer là. C'est du lourd. Moi je viens de Faleron. Où ça? De Faleron, à côté de Chaland. T'as fait le déplacement pour Mosiman? Et ouais, exactement. Incroyable. Ah, écoute, c'est juste énorme. On est à côté, je sais pas si on entend les vibrations. C'est énormissime. Écoute, c'est au-delà de nos attentes, c'est un truc de fou. Et il nous met une énergie de malade, donc c'est incroyable. Et nous, de l'énergie, il nous en faudrait quand même pour enchaîner avec la journée de demain. Allez, une courte nuit de sommeil et on est de nouveau sur pied pour notre seconde journée de visite. Plutôt nuageux aujourd'hui. C'est l'occasion de se rendre à l'intérieur pour découvrir les partenaires, mais aussi les animations ludiques pour les petits, comme pour les grands. La Massive, comme plein d'autres marques que vous avez pu apercevoir depuis le début, sont des sponsors essentiels qui participent au financement de la construction, la préparation des bateaux, ainsi que toute la logistique, transport, communication, alimentation des skippers, etc. Du côté de Sodebo, on opte sur la dégustation plutôt que l'épreuve de force. Marque incontournable dans les sandwichs et casse-croûtes, ils proposent aussi des salades composées, pasta box et même des pizzas. L'entreprise finit par devenir partenaire majeur en 2004. On peut venir s'entraîner en équipe au stand du handisport ou profiter d'une vue panoramique de la ville sur écran géant. Ensuite, dans la partie exposition, le parcours de chaque skipper y est détaillé. Là aussi, un autre écran géant permet de s'immerger dans les moments les plus chaotiques de leur voyage. À chaque fois que je passe le Cap Horn, je pleure. Un peu plus loin, on se retrouve sur le plateau de TV Vendée, en pleine émission tournée en direct. Toute l'actualité de ce tour du monde à la voile, présentée chaque fin de journée en présence de certains skippers et des nombreux spectateurs dans la salle. Vous disiez météo clémente, peut-être même un peu trop clémente, on annonce très très peu de vent. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'heure de départ ? Normalement non, puisque les bateaux sont quand même des bateaux qui fonctionnent dès qu'il y a un tout petit souffle de vent, mais si vraiment il n'y a pas du tout de vent, si les bateaux ne peuvent pas bouger, effectivement c'est compliqué de donner un départ. L'environnement est un gros dossier où on essaie de progresser au fur et à mesure, notamment par rapport à la construction des bateaux, les rendre moins impactantes sur l'environnement.
Nous, côté IMOCA, on s'occupe plutôt des bateaux. Et donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir des bateaux moins impactants. On a tout un travail de fond sur d'abord la mesure de l'impact à la construction de ces bateaux. Avec différentes règles aussi qui seront valables pour le Vendée Globe 2028 pour déterminer les 37 meilleurs. Il y aura 3 wildcards pour l'organisation et pour se qualifier, il faudra déjà terminer une course majeure du circuit, soit Vendée Globe, soit Transat Jacques Vabre, soit Route du Rhum. En résumé, c'est ça. C'est à peu près ça. Et voilà, l'émission est dans la boîte. On la verra à la télévision très prochainement. Et en parlant de télévision, certaines personnalités telles que Patrick Bruel, Jean-Paul Rouve ou même François Damiens nous ont fait l'honneur de venir au village et d'assister au départ. Non, mais ça fait plaisir, c'est grâce à la Sarthe que j'ai pu le faire. C'est mon ami Franck Vallée qui m'a permis de vivre cette expérience que j'oublierai jamais, à laquelle j'aimerais bien réinitialiser mon projet. J'ai acheté un bateau il y a 1 an et demi pour participer au prochain Vendée Globe en fait. Voilà. Merci monsieur Damiens. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça vous inspire, un tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance? Ça m'inspire beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, mais au-delà de tout, de la passion. Il faut une immense passion et être né pour ça, vivre pour ça, et respirer pour ça, pour le faire. Puis ce qui est très beau avec le Globe, c'est que c'est pas forcément un but en soi que de le gagner, c'est déjà de le faire, et déjà de le finir. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs qu'il y a un film sur le Vendée Globe qui est sorti récemment, avec notamment Jean-Paul Rouve, où il joue un homme qui souhaite réaliser le tour du monde depuis son jardin dans Virtual Regatta. Virtual Regatta est en fait un jeu vidéo, simulateur de course à voile, créé en 2006 par un ancien skipper, Philippe Guigné. Un tour du monde dans le jardin? En restant presque trop loin dans ce bateau? Ça marchera jamais ton truc. T'as vu, hein, c'est exactement ce qu'ils emmènent sur Vendée Globe. Vodka. T'es ridicule avec tes bouteilles. Si je gagne, 150 000 €. Et là, nos problèmes, terminés. Il tiendra pas, papy. Il tiendra, mais fais-lui confiance. Il a fait 25 000 vues. Elle est un peu folle, votre idée. Vous savez, c'est la vallée des fous ici, hein. Même si je la gagne pas, j'aurais gagné autre chose. Ton aventure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois en toi. Une expérience enrichissante pour l'acteur qui s'est rendu en Vendée en compagnie de son réalisateur et du skipper Jean Le Cam, afin de découvrir en détail l'intérieur des IMOCA qu'il avait déjà pu appréhender lors du tournage. Il va partir là, je me dis mais comment ils font? Comment ils y arrivent? Je suis très impressionné, c'est très très beau. Ouais. C'est le festival de Cannes en mieux. Enfin c'est le festival de Cannes avec des bateaux. Et mais non, ce qui m'impressionne, c'est tous les gens, la queue là, des gens qui attendent plusieurs heures pour venir voir les bateaux. 2h30 de queue. Ouais, 2h30. Et ben ça m'étonne pas parce que quand t'en approches, ça fait quelque chose, les bateaux. Une immersion au plus proche des conditions de vie de nos navigateurs de l'extrême, dont le public est lui aussi invité à venir visiter l'intérieur. Ce bateau est un IMOCA officiel mais qui ne navigue plus. Il est à la disposition du public pour le visiter intégralement. Ici, nous sommes dans le cockpit, pas celui d'un avion, mais bel et bien celui des bateaux de nos héros de la mer. Depuis ce poste de contrôle, ils peuvent manœuvrer les voiles, communiquer à propos de leur avancée ou bien se renseigner sur la météorologie. Et ici, c'est la couchette. L'espace intérieur y est très restreint, alors chaque rangement a son importance. Au stand Charal, vous pouvez même vous hisser en haut des mâts comme le font couramment les skippers. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes toujours dans le village du Vendée Globe, mais le long des allées des petits créateurs. Là, celle-ci, c'est pareil, 12 € 2 pour 20. Allez, on fait à 50 les deux. Et c'est sur ces quelques boutiques artisanales que notre seconde et dernière journée de visite prend fin au sein du village du Vendée Globe.
Et oui, on y arrive, le fameux moment que vous attendez tous, le départ de nos 40 skippers de cette 10e édition depuis le chenal des Sables d'Olonne. Souvenez-vous, nous l'avons vu complètement vide au début du reportage, mais c'est loin d'être le cas ce soir. Les camions de télévision arpentent le bord de la route et les autres journalistes sont déjà présents sur place. Pour cette nuit, quelques petites heures de sommeil seulement, car si on veut avoir une chance de trouver une bonne place le long du chenal, il vaut mieux être là avant le lever du jour. Il est 4h du matin, on est reparti. Malgré une course compliquée en 2020 avec la pandémie et donc l'absence de public, celui-ci revient en force pour cette 10e édition, les chiffres annonceront 500 000 spectateurs lors du départ. Ils sont 40 navigateurs sur la ligne de départ du Vendée Globe. Tour du monde en solitaire, une course réputée pour être l'Everest des mers. Et vous le voyez, pour les accompagner, 500 000 personnes se sont massées ce matin sur les quais. Un record d'affluence. C'est la folie, c'est le Vendée Globe, c'est formidable. Un dernier au revoir pour nos compétiteurs, saluant une dernière fois leurs proches, avant de défiler les uns après les autres, à chaque fois sous les applaudissements du public. C'est l'occasion pour certains de se déguiser comme Damien Seguin en capitaine Crochet, une manière de mettre en valeur ses forces puisque le skipper est amputé de la main gauche, mais ne fait pas pour autant une croix sur son tour du monde à la voile. Et voilà le retour de notre ami Patrick Bruel, présent sur un bateau profitant d'une belle immersion pour le départ. Et vous m'apercevrez juste ici parmi la foule avec ma caméra. Et bien sûr notre Benjamin Violette d'Orange, dernière à sortir du chenal. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus très loin de 13h02, la date précise du lancement de la course. Après l'annonce de la fin du défilé, les 500 000 spectateurs quittent progressivement les lieux, se rendant au plus vite devant leur télévision pour le top départ.
Allez, un petit bond dans le temps de 3 heures, et nous voici au lancement de la course. À vivre en direct. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. J'ai peur. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. On vous souhaite bon vent, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur l'eau. On vous souhaite aussi de partager ces moments-là avec les millions de personnes qui vont vous suivre. C'est la fierté de voir ces marins s'élancer sur cet océan mondial. Départ qui fut très lent cette année, il manqua un peu de vent pour les aider, mais cela n'a enlevé en rien la magie de cet événement mondial qui annonce une course mémorable. On a dû débarquer avant de rencontrer Monique Sapoul, et puis... La suite, vous la connaissez sûrement, car depuis le 10 novembre, les 40 navigateurs partagent leur quotidien à travers de courtes vidéos relayées sur les réseaux sociaux, les médias et la télévision. Il est mardi après-midi. Sur l'approche de Lisbonne, ça va vite. Et j'ai un petit passager que j'ai tué. Et voilà, en plein de mer. C'est un truc de fou, il neige. Regardez. Il a neige sur le poney. Regardez-moi ce déluge. Et là, voilà, c'est le photo noir. Je crois que c'est ça. C'est noir. Ça ressemble à un pot. Ça a l'air d'être le poteau noir. 我来到合恩角了，深圳地幕海口，合恩角。好了，朋友们，现在是1月15号的世界时23点38分，我们刚刚跨越了西经67度16分的经度线，然后这意味着我们跨越了海上的珠穆朗玛峰合恩角。 Après de multiples péripéties pour la plupart des skippers, des problèmes techniques et pour certains des abandons, c'est Charlie Dalin qui sera le grand gagnant, arrivé le 14 janvier dernier avec une durée de course de 64 jours et 19 heures. Pendant 2 heures là, on est en train de établir avec la Top, massif, santé, prévoyance, vainqueur. Voilà, bravo, bravo Charlie. 2025. Son temps de course, 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. C'est 9 jours et 8 heures de mieux qu'Armel Lecléache en 2017. Je vous propose d'écouter sa toute première réaction juste après avoir passé la ligne d'arrivée. J'ai jamais vécu des émotions pareilles. C'était de la folie là, cette ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était incroyable. C'était incroyable comme moment. C'était de la joie, c'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière, de loin et de loin, quoi. De loin, incroyable. Viendront ensuite Johan Richomme, Sébastien Simon, Jérémy Bayou, et voici le classement des 20 premiers. Je suis fier de cette 4e place. J'étais dans 6 mètres carrés pendant 3 mois et quand tu arrives au bout de ça, pour le coup, ça fait du bien et c'est satisfaisant. Ouais. Top pour l'arrivée de Jean Le Cam. Tout commence en finisseur Armand Lux. Bravo Jean. L'humain a la faculté d'oublier tous les moments difficiles et il y en a eu. Et c'est pas trop mon genre de baisser les bras. Voilà, je me suis battu jusqu'au bout. Et c'est quelque chose de fabuleux, c'est une expérience extraordinaire. Et ça me donne qu'une seule envie, c'est de revenir dans 4 ans. Des Sables d'Olonne et de la Vendée. Et c'est ici que s'achève notre périple. Un séjour riche en émotions et plein de souvenirs en tête. On espère que nos images vous ont permis de vivre un moment de magie avec nous. Je pense que je suis encore sous le choc. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Tous se sont engagés au péril de leur vie, seuls face à l'océan, laissant leurs proches et leurs peurs de côté. Rappelant que les plus grandes victoires naissent souvent dans les moments de solitude et de difficulté. À chaque étape franchie, ils inscrivent une nouvelle page de cette légende maritime qu'est le Vendée Globe.
Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous et restez connectés pour vivre ensemble d'autres immersions à venir.